Bonjour à tous, aujourd'hui malgré une voix malade, je vous retrouve pour vous tester le 24-70 2.8, le plus compact et le plus léger du marché. Alors évidemment, il est signé Sony, donc ça devient vraiment la marque de fabrique. Concrètement, il pèse 695 grammes. C'est une perte de quasi 200 grammes par rapport à la première génération et c'est 17 mm moins long. Et en fait, pour mesurer la performance, il faut savoir que le 24-70 RF de chez Canon pèse 900 grammes et celui de chez Nikon pèse 800 grammes. Donc en fait, avec 695 grammes, Sony signe un objectif qui est quasiment digne plutôt d'un APS-C. Parce que quand vous regardez le 16-55-2.8 de chez Fuji, c'est que 40 grammes de différence par rapport à l'objectif que sort Sony aujourd'hui. D'autant plus que la conception est vraiment impressionnante. Quand vous regardez la formule optique, en fait, elle est d'une richesse incroyable et ils ont pensé à tout. Objectif en main, vous vous apercevez qu'ils ont mis une bague d'ouverture. C'est une bague d'ouverture qui est verrouillable et c'est une bague d'ouverture qui est décliquable pour la vidéo. On est clairement sur un objectif qui a été pensé aussi bien pour une utilisation vidéo que photo. On est sur un zoom externe, vous avez deux boutons programmables, vous avez un switch AF, MF et vous avez un switch pour la résistance de la bague de zoom. Encore une fois, on est vraiment dans cette optique d'avoir un objectif qui est aussi bien fait pour de la photo ou pour de la vidéo. Et selon si vous voulez la bague de zoom un peu plus souple ou un peu plus dure, vous allez pouvoir ajuster ça. Et moi, personnellement, j'adore ça. Sur le pare-soleil, ils ont pensé à mettre une petite trappe qui va vous permettre de tourner les filtres. Donc vraiment, tout est là. En termes de spec, l'objectif accueille des filtres de 82 mm et chose notamment qui a été améliorée, c'est le rapport de grossissement. Il est maintenant de 0,32 contre 0,24 avant. Je vous fais quelques images dans quelques secondes pour vous montrer ce que ça change. Un mot sur le prix, 2399 €. En fait, c'est moins cher que les 24-70 de chez Canon et de chez Nikon, donc il est plutôt bien pricé. Malgré tout, il y a quand même un grand absent sur ce GM2, c'est la stabilisation. On est sur un objectif qui n'est pas stabilisé. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas de 24-70 stabilisé en monture Sony. Un 24-70, c'est l'objectif de base par excellence. Il est aussi bien fait pour faire du paysage avec le grand angle que du portrait, puisque avec 70 mm f2.8, vous avez la possibilité d'avoir un bokeh qui est suffisant et qui vous permet de mettre en valeur vos sujets. Donc clairement, le challenge de ce genre d'objectif, c'est d'être aussi bon en photo qu'en vidéo, qu'en paysage, qu'en portrait. Et clairement, c'est un objectif qui est difficile à concevoir parce qu'en plus, il va vous falloir un bon autofocus pour être capable de tout faire. C'est vraiment l'objectif qu'on utilise le plus, le 24-70. Donc, il y a un gros challenge à relever. Et il est relevé avec brio quand je vous le mets ici à 24 mm face à l'ancienne génération du 24-70. En fait, il fait tout mieux. La différence en termes de rendu colorimétrique, de contraste, de micro-contraste, de piqué, d'homogénéité est assez écrasante entre les deux générations. Ici au centre, encore la différence est pas dingue, mais regardez, je me décale un tout petit peu seulement. Et là, on a une différence qui est vraiment, vraiment énorme. Et regardez ici, maintenant, je suis complètement sur l'extrême. Ouais, on a une belle homogénéité dès la pleine ouverture sur le 24-70 GM2. Waouh, ce n'était pas du tout le cas sur l'ancienne génération. Et regardez de l'autre côté, ici sur le 209, il n'y a vraiment pas photo entre le GM2 et le GM1. Et la différence reste nette, même quand vous fermez l'ouverture. Ici, on est maintenant à f8, on est au centre. Vous voyez, dès que je vais un peu sur le bord, on a quand même une belle différence. Vous voyez, on avait quand même du piqué à f8 sur l'ancienne génération, mais on est vraiment dans ce qu'on appelle le micro-contraste, la manière de rendre les détails, qui sur le GM2 est absolument sublime. Donc vraiment, ils ont bien joué. Et vous voyez, l'ancien n'arrivait pas à vous offrir de l'homogénéité, là où le nouveau y arrive. Et on est maintenant de l'autre côté, regardez la différence sur l'herbe entre les détails que vous avez sur le GM2 et sur l'ancienne génération. Donc à 24 mm, c'est assez simple, il fait tout mieux, il est homogène et on est probablement sur ce qui se fait de mieux sur le marché. Les conclusions vont être exactement la même à 35 mm f2.8. Grosse différence dès la pleine ouverture, des différences qui s'estompent pas tant que ça au fur et à mesure que vous fermez. Et c'est exactement la même chose à 50 mm avec un clair vainqueur pour le GM2. Il n'y a vraiment qu'à 70 mm f2.8 où les deux sont au centre à peu près équivalents, mais encore une fois, dès que vous allez chercher sur autre chose que du centre, en termes d'homogénéité, le GM2 écrase l'ancienne génération. Donc au final, au moment de faire le bilan du piqué, ça peut difficilement être mieux et c'est une réussite à tous les points. Tout est amélioré et décuplé par rapport à l'ancienne génération qui accusait quand même pas mal de retard. A noter que je vous mets dans les liens en description un pack d'euros à télécharger pour que vous puissiez vous faire votre propre avis à la maison. Et je vous le disais, cette nouvelle génération s'est améliorée par rapport au taux de grossissement que vous pouvez obtenir. Ça, c'est l'ancienne génération. Ça, c'est la nouvelle. Donc, clairement, si vous voulez utiliser ça un peu comme un objectif à tout faire, regardez, vous voyez, sur une simple plante, on va pouvoir s'approcher beaucoup plus
Ça peut faire la différence. Et quand vous regardez le piqué atteint dès le rapport de grossissement maximal, vous apercevrez que ça pique énormément. Regardez la différence par rapport à la prochaine génération qui était un peu soft à cette distance de mise au point. Donc là aussi, ils ont progressé. Je vous montre le bokeh, voilà à quoi ça ressemble. Pas grande différence par rapport à la première génération, si ce n'est l'onion ring qui a peut-être été un tout petit peu plus réduit sur la nouvelle génération par rapport à l'ancienne. Pour le reste, on est sur un très joli bokeh sans qu'on voit une nette différence par rapport à l'ancienne génération. Autofocus absolument bluffant. Là, je l'ai testé sur un Sony A1, bah, c'est assez simple en fait. Là, je vous mets une séquence. Ah non, bah, voilà, il y en a une deuxième. Il n'y a pas une seule photo floue. Sur toutes les séquences, tous les tests que j'ai pu faire, il n'y a pas une seule photo floue. Donc là, c'est une machine. Sur un Sony A1, il arrive à tenir les 30 images par seconde. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur l'autofocus, vous voyez. Et regardez, waouh, là, je suis à 100% de zoom, 200% de zoom. Le piqué est très très élevé. Allez, petite pause, vous êtes quasiment 600 à avoir maintenant suivi la masterclass du Sony A7 IV. Les retours sont excellents, merci. Si ça vous intéresse, c'est sur masterclass-sony.com. On a déjà beaucoup parlé de la partie photo où on a un objectif qui est quasiment parfait. Sachez que c'est exactement pareil finalement en vidéo. Ici, je vous ai fait un petit test autofocus, c'était du 120 images par seconde. Il trottine quand même assez vite. Je vous le ralentis 4 fois et ouais, vous allez vous rendre compte que l'autofocus suit de A à Z en définitive. On a un résultat qui est absolument parfait et ça vous ouvre un champ des possibilités qui est très très large. En fait, on a un autofocus dont on n'arrive pas vraiment aujourd'hui à trouver les limites. Et sachez qu'en plus, il n'y a quasiment pas de focus brushing. Il est vraiment minimal avec cet objectif. Et en plus, l'objectif est compatible avec la fonction qui supprime totalement le focus brushing qui a été introduit avec le Sony A7 IV. Allez, dernier point à vérifier. Est-ce qu'il est parafocal? Eh oui. Il est bien parafocal, donc vous faites la mise au point à 70 mm 2.8. Ici, l'autofocus n'est pas activé. J'ai l'autofocus qui est désactivé. À partir du moment où vous faites la mise au point, vous pouvez changer la valeur focale. La mise au point est conservée. D'ailleurs, vous connaissez ce livre, si vous recevez la newsletter, je vous en ai parlé. Sinon, je vous mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, tous les liens dont vous pourriez avoir besoin sont dans la description. Et en plus de tout ça, vous avez une bague de zoom qui est linéaire. Donc en fait, voilà, avec un autofocus qui est aussi bon, vous pouvez faire un petit effet vertigo très rapidement. Ici, c'est en 10 secondes, c'est mal fait, mais c'est juste pour illustrer que c'est facile à faire et qu'il en est capable. Voilà, vous pouvez vous amuser en fait, que ça soit aussi bon en photo et aussi bon en vidéo. C'est qu'il n'y a pas de parti pris d'un côté et on est sur un objectif qui est vraiment homogène et qui va pouvoir tout simplement répondre à vos attentes, quel que soit ce que vous ayez envie de faire. Allez, un mot sur les défauts optiques. Vignettage. Il est minimal. Oui, il y en a un tout petit peu. Vous voyez, ça c'est 2.8, f4, f5.6. Il y en a un tout petit peu peut-être à la pleine ouverture, mais il est vraiment minimal. Les aberrations chromatiques sont vraiment minimales. Sur le terrain, quand j'ai regardé mes photos, franchement, j'en ai pas trouvé. Et finalement, oui, effectivement, dans des cas très très particuliers, comme c'est le cas ici. Ici, je suis zoomé à 1000%. Effectivement, vous voyez sur ce portail-là qui visiblement donnait du fil à retordre à l'objectif, il y en avait quelques-unes. Mais quand j'ai comparé avec l'ancienne génération ou même le Sigma 2470, c'était en définitive le taux d'aberration chromatique le plus faible de tous les objectifs que je testais en même temps. Donc oui, franchement, en termes d'aberration chromatique, c'est bien contrôlé. Un mot sur le flair, c'est difficile, toujours. Pour les 24-70 f2.8, j'en ai jamais vu un qui a une gestion du flair qui est absolument parfaite. En général, c'est plutôt moyen. C'était moyen sur le Sigma, moyen sur le Sony de première génération. Et je trouve que c'est un peu moyen aussi sur ce GM2. C'est probablement ce qui fait de moins impressionnant. Il n'y a pas vraiment d'évolution, j'ai envie de vous dire, par rapport à la première génération. Ici, je vous montre un timelapse que j'ai fait à f11 face au soleil. Vous voyez, j'ai pas souffert de flair. Malgré tout, quand je fais mes tests habituels pour essayer de trouver du flair, bah vous voyez, ici, je suis à f2.8, on trouve du flair quand même. On a une petite perte de contraste. Et lorsque je vais fermer l'ouverture, bah là aussi, je vais avoir du flair qui va être globalement assez présent. Alors, à ce niveau-là, c'est absolument pas pire que du Sigma ou que le 2470 première génération, mais on va dire qu'il n'y a pas de vraie évolution et que, oui, la gestion du flair m'a paru plutôt moyenne, mais assez raccord avec tous les 2470 f2.8 que je connais, y compris le Canon par exemple. Distorsion très classique aussi pour un 2470. On a du barillet à 24 mm, une distorsion qui sera très facile à corriger. Ça se transforme en coussinet à 35 mm et ici à 50 mm, toujours du coussinet jusqu'à 70 mm. Donc voilà, un niveau de distorsion qui est assez classique pour du 2470. Et je vous montre à quoi ressemble le Sunstar. Donc là, pour le coup, 24 mm f16, on a vraiment un joli Sunstar, même si vous voyez, on a quand même un peu de flair. Bref, au final, que ça soit pour une utilisation photo ou pour une utilisation vidéo, pour moi, c'est indéniable. Il est vraiment très réussi.
et je le trouve aussi plutôt bien positionné niveau prix, hein. Je vous le comparerai évidemment avec le Sigma 2470 f2.8 dans quelques jours, mais pour moi, c'est tout simplement le meilleur 2470 f2.8 du marché, toutes marques confondues. C'est le plus complet, hein. Moi, quand je vois le nombre d'options et de boutons qu'ils ont réussi à caser sur ce 2470, c'est vraiment très impressionnant. C'est aussi le plus compact et c'est aussi le plus léger et c'est même le moins cher, hein. Prenez les Panasonic, Nikon et Canon, ils sont tous plus chers que ce 2470 f2.8. Moi, je vous retrouve donc dans quelques jours pour le comparer avec le Sigma. Salut!